Saïd Bouamama, figure de la Révolution africaine. 4. Aimé Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Aimé Césaire, Cahier de retour au pays natal, 1939. La publication du livre de Kenyatta, au pied du mont Kenya, exprime une volonté de réaffirmation culturelle. Il s'agit pour l'auteur de restituer, au risque de l'idéaliser, la cohérence des cultures et des sociétés bafouées par la négation coloniale. Avec la négritude, terme qu'il utilise dès 1935 et qui a fait florès dans les années d'après-guerre, Aimé Césaire, 1913-2008, emprunte le même chemin initial, pour le monde colonial francophone. Mais les chemins divergent ensuite entre un Kenyatta revendiquant le capitalisme et un Césaire qui se revendique du communisme, en dépit de sa rupture avec le PCF. Césaire est un homme engagé dont la contribution à la lutte anticoloniale ne se réduit pas à la négritude, mais s'étend jusqu'au questionnement critique des nouvelles indépendances et aux formes nouvelles que prend le colonialisme face aux assauts des dominés. Il fut un passeur, entre deux époques, entre deux générations de militants, entre deux moments de la conscience anticoloniale. La négritude. Le premier rapport de Césaire au processus qui conduira aux indépendances africaines est son appel à rompre avec l'assimilation culturelle. La négritude césarienne est à la fois une rupture avec le complexe d'infériorité que produit la violence coloniale et un appel à construire un universalisme authentique. Né en 1913 à Basse-Pointe en Martinique d'un père fonctionnaire et d'une mère couturière, Aimé Césaire arrive à Paris en 1931, à 18 ans, pour poursuivre ses études. Boursier, il fait partie, comme beaucoup de grandes figures de l'émancipation des colonisés, de cette élite indigène que le système colonial met en avant comme symbole de sa mission civilisatrice. La Martinique que quitte Césaire est minée par les inégalités sociales et raciales. Ce que dénonce en 1932 Jules Monroe, lui aussi étudiant boursier venu poursuivre ses études en métropole, dans la revue Légitime Défense. Une plutocratie blanche héréditaire, qu'aucune révolution n'a jamais réussi à déposséder, détient les 4/5 du sol et se sert du matériel humain du prolétariat noir qui, de la canne à sucre, fait le sucre et le rhum. Tous les postes importants des usines ainsi que la direction de beaucoup de maisons de commerce sont occupés par des membres de cette plutocratie. La minorité de colonisés accédant à la scolarisation se trouve dans une situation singulière. Présentée comme la preuve d'une mission civilisatrice réussie, elle n'en est pas moins consciente du maintien de l'inégalité coloniale et du racisme consubstantiel au colonialisme. La France dans laquelle s'installe Césaire est encore celle des zoos humains, pudiquement baptisée « exposition ethnographique », où, comme le rappelle l'historien Nicolas Bancel, se bousculent des foules gonflées par l'orgueil colonial. Ainsi, pendant l'été 1929, le nombreux public avait pu admirer, dans l'enceinte du jardin, des chimpanzés dressés, un village de Lilliputiens et un groupe de négresses, qui ôtaient et remettaient leur plateau de 22 cm de diamètre devant des spectateurs toujours aussi friands de monstruosité. Apparemment, entre le spectacle presque humain de certains animaux et la vision de monstres humains, qui paraissaient bien proches de l'animalité, la distinction n'était pas toujours facile à faire chez certains. Qu'ils soient originaires des Antilles, d'Afrique ou d'Amérique, les étudiants noirs sont confrontés aux préjugés racistes qui imbibent toute la société, ces universités comprises. Aux contradictions entre le mythe de la mission civilisatrice et la réalité coloniale déjà perçue au pays, s'ajoutait pour les étudiants en métropole la brûlure des confrontations quotidiennes avec le racisme. Cela ne pouvait guère éviter de se trouver en première ligne de la lutte contre le colonialisme. Des illusions et des enchantements brisent dans les consciences une des fondations idéologiques centrales du système colonial, le mythe d'une supériorité de l'homme blanc. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de jeunes intellectuels noirs, installés en métropole dans les années 1930, développent le concept de négritude. La réaffirmation culturelle et identitaire comme forme de résistance à la domination a une histoire avant la négritude. Elle est aussi vieille que l'esclavage lui-même. Transplantée violemment hors de leur univers culturel, cette première diaspora africaine ressent le besoin d'une identité commune qu'elle trouve dans l'idée d'une appartenance à une même spécificité.
Les premières théorisations datent, elles, de 1893, avec l'universitaire noir états-unien et futur diplomate du Liberia, Edward Wilmot Blayden, avant d'être étoffé par de nombreux autres penseurs. Dubois, qui intitule un de ses livres « Les âmes du peuple noir » en 1903, est considéré par la spécialiste de la littérature négo-africaine Liliane Castellout comme le véritable père de la négritude. Garvey est pour sa part l'auteur de la formule célèbre « La peau noire n'est pas un insigne de la honte, mais plutôt un symbole de grandeur nationale ». Bien qu'opposés politiquement, Garvey et Dubois sont ensemble à l'origine, dans l'entre-deux-guerres, d'un vaste mouvement culturel dit de Negro Renaissance ou Harlem Renaissance. Nous, créateurs de la nouvelle génération nègre, nous voulons exprimer notre personnalité noire sans honte ni crainte, énonce en 1926 le manifeste de ce mouvement qui réunit des écrivains, des peintres, des photographes, des musiciens et des danseurs. Plusieurs écrivains du mouvement séjournent à Paris dans l'entre-deux-guerres, où des étudiants africains et antillais dévorent leurs œuvres. La publication à Paris en 1931 d'une revue bilingue, anglais-français, la Revue du Monde Noir, contribue à diffuser en France ce mouvement d'idées. Ce n'est pas nous, précisera plus tard Aimé Césaire, qui avons inventé la négritude. Elle a été inventée par tous ces écrivains de la Negro Renaissance que nous lisions en France dans les années 1930. La greffe prend rapidement en France. En juin 1932, un petit groupe d'étudiants antillais est à l'origine de la publication du numéro unique de Légitime Défense, qui se revendique du marxisme et du surréalisme. Étienne Léraud, René Ménil et Jules Monroe y dénoncent avec virulence la honte de soi, le mimétisme et la dépersonnalisation. Les thèmes abordés par ce numéro unique sont considérés par Liliane Castellout comme fondateurs de la pensée de la négritude. Critique du rationalisme, souci de reconquérir une personnalité originale, refus d'un art asservi aux modèles européens, révolte contre le capitalisme colonial. En 1934, la revue L'Étudiant noir, portée entre autres par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, prend le relais. Elle a pour objectif de rattacher les Noirs de nationalité et de statut français à leur histoire, leur tradition et leur langue. En 1937, Léon Gontran Damas publie le recueil Pigments, dans lequel il s'insurge contre toutes les aliénations portées par l'assimilation culturelle, aliénation alimentaire, vestimentaire, religieuse. Publié en 1939, le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire a un effet immédiat sur les étudiants africains en France. Le cahier d'un retour au pays natal était très connu des étudiants africains, constate Amadi Ali Dieng dans son Histoire des organisations d'étudiants africains en France. Certains d'entre eux en connaissaient des passages par cœur. Césaire s'y inscrit pleinement dans la rupture initiée par les intellectuels noirs états-uniens. En opposition avec la négation de soi, l'assimilation culturelle et le complexe d'infériorité qui l'accompagne, il brandit le terme de négritude. Le mot « nègre », symbole d'infériorisation, est revendiqué et brandi comme emblème d'appartenance. Le stigmate infamant est retourné. J'accepte, entièrement sans réserve. Ma race, qu'aucune ablution d'hysope et de lys mêlée ne pourrait purifier. Revendiquer sa négritude, c'est s'accepter comme noir. Le nègre, jadis honteux de lui-même, peut s'exprimer. Il est beau et bon et légitime d'être nègre. Léopold Sédar Senghor participe également au mouvement de la négritude. Si le courant intellectuel a pour axe central la réaffirmation de soi face à la négation coloniale, ce mouvement n'est pas homogène. Rapidement, en effet, la conception que Césaire se fait de la négritude diverge de la signification qu'en donne Senghor. Pour ce dernier, la négritude est la marque d'une identité éternelle gravée dans le marbre de l'identité noire. Une conception que résume fort bien cette célèbre formule qu'il emploie en 1939. L'émotion est nègre comme la raison est hellène. L'approche de Césaire, à l'inverse, est historique, et par conséquent politique. Elle situe les différences comme résultat de l'histoire et des interactions inégalitaires qui se nouent dans l'esclavage et la colonisation. La divergence entre Césaire et Senghor n'est pas sans rappeler certains aspects de la polémique entre Dubois et Garvey. Nulle trace d'essentialisme donc chez Aimé Césaire. Comme il le soulignera avec force en 1971, « Ma conception de la négritude n'est pas biologique, elle est culturelle et historique.
Je crois qu'il y a toujours un certain danger à fonder quelque chose sur le sang que l'on porte, les 3 gouttes de sang noir. Je crois que c'est mauvais de considérer le sang noir comme un absolu et de considérer toute l'histoire comme le développement à travers le temps d'une substance noire qui existerait préalablement à l'histoire. Malgré cette divergence essentielle, Césaire refuse toute sa vie la confrontation théorique entre les deux approches de la négritude en général et avec Senghor en particulier. Il faut, selon nous, comprendre cette ambiguïté comme le signe du bouleversement que constitue la rencontre avec Senghor dans la vie du poète martiniquais. La rencontre qui se réalise dans les métropoles coloniales entre Antillais et Africains est aussi, pour les premiers, une rencontre avec l'Afrique. Cela n'est pas rien quand il s'agit de sortir d'une négation aussi totale que celle de l'esclavage et de renouer avec ses racines. Césaire en témoignera lui-même bien des années plus tard. Bien entendu, le contact avec l'Europe a été pour moi essentiel. Ce n'est pas tellement la révélation du fait que je suis noir, que je suis nègre que l'Europe m'a apporté. L'Europe m'a apporté bien d'autres choses. Et dès le premier jour, 2 jours après mon arrivée à Paris, j'étais au lycée Louis-le-Grand. Et qui est devenu mon ami ? Léopold Sédar Senghor. Autrement dit, l'Europe m'a apporté l'Afrique. Voilà. En raccourci, le grand don qui m'a été fait est ce compagnonnage avec Senghor, cette révélation qu'il m'a faite de la terre première. La fierté noire que promeut Aimé Césaire, en réaction à cette forme d'universalisme strictement occidental qui se conçoit comme ayant vocation à s'imposer aux autres cultures, ouvre cependant la voie à d'autres lignes de fracture qui se cristalliseront peu à peu autour de l'antillanité ou de la créolité dont parle l'écrivain martiniquais Jean Bernabé. Le mouvement de la créolité se veut en effet tout à la fois accomplissement, continuité et dépassement, discontinuité de la négritude. Dépassement parce que, ce faisant, il ramène la reconnaissance des valeurs et la promotion des valeurs africaines, même si elles furent initiatiques et emblématiques, au rang de composantes d'une démarche plus globale, au même titre que celles qui intéressent les valeurs indiennes, amérindiennes ou autres. Autrement dit, l'imposante densité de notre identité culturelle africaine, mais qui reste une identité en creux, doit lui assurer une éminente considération dans l'ordonnancement de nos héritages, mais ne saurait suffire à lui procurer une exclusivité. L'appel au dépassement de la négritude par prise en compte des autres héritages se revendique de Césaire lui-même. Nous sommes à jamais fils d'Aimé Césaire, insistent Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé, auteurs du livre Éloge de la créolité. Un tel dépassement sans rejet de la filiation est possible du fait du caractère universaliste de la négritude césarienne. Celle-ci marque en effet un rejet déterminé de la mission civilisatrice de la colonisation en tant que négation d'un véritable universalisme. Elle réaffirme ces civilisations niées comme condition de l'émergence d'une véritable universalité. Dans une interview parue dans le Nouvel Observateur en 1994, Aimé Césaire rappellera l'ambiance et le contexte qui l'ont mené, avec d'autres, à la négritude. Faisant référence à une discussion avec Senghor, il raconte « Nous étions hantés par les mêmes questions, celles de la race nègre, de l'identité, de l'aliénation. Nous étions bons élèves, mais au cours de nos études, jamais nous ne perdions de vue ces questions fondamentales. Nous cherchions éperdument dans les livres des armes pour notre combat. Montesquieu, Rousseau, Hegel, Marx, tout nous servait. Je découvrais par exemple cette citation de Hegel. Il ne faut pas opposer la singularité à l'universalité. Et aussitôt je m'écriais. Tu as compris, Léopold ? Plus nous serons nègres, plus nous serons universels. Césaire refusera que l'universalisme s'arrête aux frontières européennes. Dans sa lettre adressée en 1956 à Maurice Thorez, alors secrétaire général du PCF, il devancera les critiques. Je ne m'enterre pas dans un particularisme étroit. Je ne veux pas non plus me perdre dans un universalisme décharné. Il y a 2 manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. L'engagement. Le cahier d'un retour au pays natal ne se limite pas à un appel à l'acceptation et à la fierté de soi. Il contient également un appel à la mobilisation. Il s'agit de se mettre debout. Et elle est debout, la négraille assise, inattendument debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil,
debout dans le sang, debout et libre. Exhortation à l'engagement deviendra une constante des ouvrages et textes ultérieurs d'Aimé Césaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il anime la revue poétique et politique Tropique en Martinique. Rétrospectivement, il expliquera que cette revue se donnait pour mission d'apprendre aux Martiniquais à se reconquérir, à redevenir eux-mêmes. André Breton raconte comment il découvrit, en avril 1941, le premier numéro de la revue à Fort-de-France. En plein contraste avec ce qui, durant les mois précédents, s'était publié en France et qui portait la marque du masochisme, quand ce n'était pas celle de la servilité, Tropique continuait de creuser la route royale. Nous sommes, proclamait Césaire, de ceux qui disent non à l'ombre. Les publications d'après-guerre se caractérisent par le même souci d'engagement. Il publie ainsi 3 recueils de poésie qui élargissent encore son audience auprès des étudiants noirs de Paris. Le premier, Les armes miraculeuses, publié en 1946, comporte un long poème. Et les chiens se taisaient. Il y décrit la révolte d'un esclave en dépit des efforts déployés par sa mère et son amante pour qu'il renonce à la lutte. Il y présente sous une forme tragique le dilemme de tout révolté, vivre en restant esclave ou mourir en étant libre. Le rebelle choisit la mort plutôt que l'oppression. L'offense et l'humiliation appellent la rébellion et la révolte. Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Mon âge, l'âge de pierre. Les 2 autres recueils, Soleil coupé, publié en 1948, et Corps perdu en 1949, abordent les mêmes thèmes, la souffrance des nègres, l'oppression et l'insurrection. En cohérence avec ces appels, Césaire s'investit dans un double combat, l'engagement littéraire et la lutte politique. Sur le plan littéraire, Aimé Césaire participe en novembre 1947 à la fondation de la revue Présence africaine, sous-titrée « Revue culturelle du monde noir », qui deviendra le point de ralliement de nombreux futurs militants des indépendances. La cheville ouvrière de la revue est le Sénégalais Alioune Diop, mais elle compte également parmi ses participants la plupart des poètes et écrivains noirs installés à Paris. Paul Niger, Guy Tyrolien, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, Birago Diop, Jacques Rabnanjara ou encore Mongo Betty. À la différence de toutes les tentatives de revue de l'entre-deux-guerres qui sont restées éphémères, Présence africaine s'inscrit dans la durée et accompagne les prises de conscience anticolonialistes. À la revue s'ajoute en 1949 une maison d'édition éponyme qui publiera ce que la chercheuse Liliane Castellout appelle les piliers de la négritude. Alioune Diop fonda les éditions de Présence africaine, dont le premier volume, La philosophie bantoue, du R.P. Temples, parut au cours du premier trimestre 1949. L'ouvrage devint vite un livre culte que tout étudiant noir arrivant en France se devait d'avoir lu, tout comme le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon et Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Ce furent véritablement à cette époque les 4 piliers de la négritude. Dès le cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire ne cesse d'appeler à l'engagement des intellectuels. Mais c'est dans son intervention au premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956, organisé à la Sorbonne par Présence africaine, qu'il explose le plus nettement son analyse du rôle des intellectuels. À cette date, le monde a considérablement changé. La bataille de Dien Bien Phu et la conférence de Bandung, voire chapitre 6, ont eu lieu, la guerre d'Algérie fait rage. Titrant de manière significative son discours « Culture et colonisation », Aimé Césaire magnifie la conférence de Bandung et dénonce les illusions d'une colonisation positive. Partout où il y a eu colonisation, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. Il n'y a pas une mauvaise colonisation qui détruit les civilisations et attente à la santé morale des colonisés, et une autre colonisation, une colonisation éclairée, une colonisation appuyée sur l'ethnographie qui intégrerait harmonieusement et sans risque pour la santé morale des colonisés, des éléments culturels du colonisateur dans le corps des civilisations indigènes. Au moment où les peuples colonisés intensifient leur lutte pour l'émancipation nationale, le poète martiniquais appelle les artistes et intellectuels à prendre leur place dans le combat. Telle est la situation que nous, hommes de culture noire, nous devons avoir le courage de regarder bien en face. Et alors une question se pose. Devant une telle situation, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire?
Il est clair que de graves responsabilités pèsent sur nos épaules. Que pouvons-nous faire? Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Dans un monde où les colonisés se révoltent, l'engagement littéraire mène pour Césaire à l'engagement politique. Communisme et anticolonialisme, de la départementalisation en Martinique. Le XXe siècle est marqué par deux espoirs d'émancipation, le communisme et l'anticolonialisme. Si de nombreux leaders des luttes de libération nationale sont influencés par le marxisme, si d'autres ont été formés par des militants et des organisations communistes des pays colonisateurs, ils sont en revanche peu à s'en revendiquer explicitement et avoir été membres d'un parti communiste. Dans son formulaire d'adhésion au PCF daté du 7 décembre 1945, Aimé Césaire précise qu'il a également adhéré aux Jeunesses communistes en 1935, à l'âge de 22 ans, la même année où il utilise pour la première fois le terme de négritude. Pour lui, les deux combats sont inextricablement liés, comme il l'explique dans une brochure d'après-guerre non datée du PCF intitulée « Pourquoi je suis communiste ». J'ai adhéré au Parti communiste parce que, dans le monde mal guéri du racisme et où persiste l'exploitation féroce des populations coloniales, le Parti communiste incarne la volonté de travailler effectivement à l'avènement du seul ordre social et politique que nous puissions accepter, parce que fondé sur le droit à la dignité de tous les hommes, sans distinction d'origine, de religion et de couleur. La date de son adhésion est postérieure à ses premiers mandats d'élu en tant que maire de Fort-de-France, mai 1945, puis de député de la Martinique, octobre 1945. Ce n'est donc pas par tactique électorale que Césaire adhère à ce parti. Il conservera d'ailleurs son mandat de député jusqu'en 1993. Le député Césaire partage le point de vue du Parti communiste qui ne défend pas l'indépendance de la Martinique, mais la départementalisation. C'est même lui qui présente devant l'Assemblée le projet de loi qui est adopté le 19 mars 1946. Si l'Union française est un projet colonial, le PCF, fort de son poids électoral et de sa présence au gouvernement, appelle néanmoins à la soutenir en poursuivant les efforts pour que cette union se bâtisse sur une véritable collaboration des peuples librement associés. Car c'est ainsi que pourront être défendus les véritables intérêts de la France. Rétrospectivement, le soutien de Césaire à la départementalisation sera vivement critiqué. L'écrivain martiniquais Raphaël Confiant décrira la position de Césaire comme une caution à l'assimilation, elle-même analysée comme un péché originel pesant sur les Antilles. L'indépendantiste Guy Cabor-Masson qualifiera même Césaire en 1981 d'indécrottable valet de l'État français. Pourtant, Césaire s'est expliqué à plusieurs reprises sur son choix de 1946. Dès 1950, il invoque la crainte d'une mainmise nord-américaine sur la région. Et nous voilà prêts à courir le grand risque yankee. Alors encore une fois, attention, l'américaine, la seule domination dont on ne réchappe pas. Je veux dire dont on ne réchappe pas tout à fait indemne. Un risque réel, souligne Daniel Guérin 6 ans plus tard, dans son livre Les Antilles décolonisées. Il semble bien que certains possédants antillais, blancs ou même mulâtres, ne verraient pas sans déplaisir les États-Unis s'installer dans les colonies françaises des Antilles, où le flot montant des revendications sociales met en danger leurs privilèges. Dans la préface qu'il écrit au livre de Daniel Guérin, qui plaide pour l'indépendance des Antilles, Césaire avance deux autres arguments en faveur de la départementalisation. Les séquelles de l'esclavage qui se traduisent encore par un complexe d'infériorité chez l'homme de couleur, et le fait que la départementalisation a reçu en son temps l'approbation des larges masses antillaises. Curieuse préface, dans laquelle l'auteur salue un livre qui défend une cause dont il reste à convaincre les Antillais eux-mêmes, mais qui éclaire tout de même, à sa façon, la position de Césaire dans le contexte de l'époque, fortement marqué par les rivalités Est-Ouest. Il estime que les rapports de force en métropole et le poids du Parti communiste permettront à la départementalisation d'assurer à la fois une sortie du régime colonial par l'égalité des droits qu'elle comporte et d'éviter à la Martinique de devenir une colonie américaine. En d'autres termes, mieux vaut parfois, selon le Césaire d'alors, une vraie égalité qu'une fausse indépendance. À lire ces discours de l'époque, on comprend cependant que ces deux facteurs, les conséquences de l'esclavage et la crainte de l'impérialisme américain, n'expliquent pas à eux seuls l'option départementaliste de Césaire.
En fait, si la négritude lui a apporté une conscience identitaire, celle-ci n'est pas encore devenue, en 1946, une conscience nationale. Dans son discours à l'Assemblée du 11 juillet 1949, dans lequel il s'oppose au découpage électoral des nouveaux départements d'outre-mer, il met en garde contre le développement d'un sentiment national. Permettez-moi de vous donner cet avertissement. Lorsque, sous couleur d'assimilation et sous prétexte d'uniformisation, vous aurez accumulé dans ces territoires injustice sur injustice, lorsqu'il sera évident qu'à la place d'une véritable assimilation, vous entendez ne leur offrir qu'une caricature, une parodie d'assimilation, alors vous susciterez dans ces pays une immense rancœur. Et voici ce qui se produira. Vous aurez fait naître dans le cœur des Martiniquais, des Réunionnais, des Guadeloupéens, un sentiment nouveau qu'ils ne connaissaient pas et dont vous porterez la responsabilité devant l'histoire, un sentiment dont les conséquences sont imprévisibles. Vous aurez fait naître chez ces hommes le sentiment national martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais. En pays colonisé, c'est presque toujours le sentiment de l'injustice qui détermine l'éveil ou le réveil du nationalisme indigène. Au moment du vote de la loi de départementalisation, en 1946, le sentiment national est, pour Césaire, non seulement inexistant, mais également non souhaitable. C'est ce qui fait dire à l'écrivain Raphaël Confiant, qui prend le soin de se définir comme césarien, que le sentiment national d'Aimé Césaire est le fruit du dépit et de la désillusion. Sa conception du sentiment national, précise-t-il, est pour le moins curieuse. Celle-ci ne naît pas de la domination étrangère et d'une prise de conscience identitaire, mais simplement du refus de la métropole d'accéder aux desiderata des colonies, ou alors du non-respect de ses promesses. Ni trahison ni inconséquence, les positions de Césaire à la fin des années 1940 expriment une étape dans le processus de construction d'une conscience nationale, à une époque où l'environnement international et les rapports de force politiques laissent penser que l'émancipation des peuples colonisés pourra se faire sur un mode pacifique et égalitaire. Jusqu'au discours sur le colonialisme. Quelques années après le vote de la loi de départementalisation, Césaire publie en 1950 « Discours sur le colonialisme », qui deviendra rapidement un livre culte des militants nationalistes. Entre-temps, la marine française bombarde le port d'Haiphong en novembre 1946, entraînant la destruction totale de la ville. Entre-temps également, se sont déroulés les massacres de Madagascar en 1947-1948. L'insurrection indépendantiste qui éclate fin mars 1947 est réprimée dans le sang. Le colonialisme français montre son véritable visage. Les massacres de mai 1945 en Algérie ne peuvent plus être présentés comme un drame isolé. Ils sont, avec les autres massacres, l'expression d'un refus du colonialisme français de prendre en compte les aspirations nationales des peuples colonisés. Ces violences coloniales poussent Césaire à produire un des plus beaux réquisitoires contre le colonialisme. Dans ce texte, à l'innocente question initiale « Qu'est-ce en son principe la colonisation ?», Césaire apporte cette réponse. Il s'agit de convenir de ce qu'elle n'est point. Ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit. D'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. De manière incisive, nette et précise, Aimé Césaire distingue ici les causes réelles de la colonisation des justifications idéologiques qui lui ont été apportées. S'appuyant sur l'analyse marxiste, il porte l'attention sur le fonctionnement économique du capitalisme qui le pousse à s'étendre au-delà des frontières nationales. Quant à la soi-disant mission civilisatrice, Césaire précise « Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que, de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. » Si la colonisation n'est pas civilisation, qu'est-elle donc ? Césaire répond par cette équation. Colonisation égale chosification.
Dès lors, explique Césaire, la colonisation ne peut être réformée. Elle est vouée à la destruction. Elle ne peut être détruite que par une révolution. Il ne s'agit donc plus d'humaniser la colonisation, de faciliter l'assimilation, de mettre fin aux excès du colonialisme, mais de détruire le système colonial lui-même. Aimé Césaire replace le combat anticolonial dans le contexte de l'époque, celui du combat contre le nazisme auquel ont participé de nombreux colonisés. Il souligne l'incohérence qu'il y a à dénoncer d'un côté les méthodes barbares utilisées par les nazis en Europe et, d'un autre côté, à accepter et à utiliser massivement des méthodes comparables dans les territoires colonisés d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. Si le nazisme a été possible, c'est que ces pratiques étaient déjà à l'œuvre de manière massive dans les colonies. Alors que la colonisation a mis en avant l'idée d'une œuvre civilisatrice, Aimé Césaire affirme qu'elle a décivilisé les pays colonisateurs. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Un texte aussi fort, dans le style comme dans le fond, ne peut avoir qu'un effet immédiat et puissant sur les lecteurs issus des colonies. L'écrivain béninois Guy Osito Midjuan souligne en parlant de l'impact du discours sur le colonialisme. On n'a pas assez montré l'influence de ce livre qui eut un grand retentissement sur les écrivains nationalistes africains. Le discours et la conférence afro-asiatique de Bandung sont, pour cet intellectuel, les deux facteurs qui provoquent le passage de la lutte culturelle à la lutte politique et assurent une primauté du politique sur le culturel dans la pensée des étudiants noirs en métropole. De manière significative, Frantz Fanon met en épigraphe de son premier livre, Peau noire, masque blanc, publié en 1952, une citation du discours sur le colonialisme. Contre le fraternalisme. La première publication du discours sur le colonialisme en juin 1950 est le fait d'une maison d'édition du Parti communiste français, les éditions Réclame. Elle est préfacée par Jacques Duclos, qui deviendra dans les mois suivants secrétaire général du PCF. Aimé Césaire choisit de mettre en exergue du livre une citation du dirigeant communiste. Le colonialisme, une honte du XXe siècle. La préface et l'exergue ne figurent plus dans la deuxième édition, publiée en 1955 par Présence africaine, ni dans les éditions ultérieures. En l'espace de 5 ans, Césaire prend ses distances avec le PCF. Le Parti communiste français est indéniablement celui qui a le plus aidé les mouvements et leaders indépendantistes de l'Empire français. Le soutien financier, la formation des militants, les actions de solidarité distinguent ce parti de tous les autres. Cependant, la ligne politique du PCF sur la question coloniale a fluctué au gré des conjonctures politiques. À l'époque du Front populaire, par exemple, l'alliance avec la SFIO pousse les communistes à abandonner le mot d'ordre d'indépendance des colonies au profit de celui d'assimilation. La même logique assimilationniste ressurgit dans les années 1940. La revendication d'indépendance immédiate est, dans cette logique, présentée comme dangereuse. Elle ferait le jeu de l'ennemi, d'abord allemand, puis américain. Le soutien à l'Union française fait disparaître l'indépendance, même comme perspective à long terme. Si, dans le présent, l'indépendance était illusoire, dans le futur, elle devenait inutile. Cette analyse conduit le PCF à présenter les manifestations du 8 mai 1945 en Algérie de la manière suivante. Assétif, attentat fasciste le jour de la victoire. Ce titre, publié dans l'Humanité le 11 mai 1945, est suivi d'une déclaration, reproduite sans réserve, du gouverneur général en Algérie parlant d'éléments troubles d'inspiration hitlérienne. La même analyse se retrouve à propos des soulèvements indépendantistes de Syrie et du Liban, à propos desquels le PCF dénonce l'activité d'agents doriotistes en Syrie. L'insurrection de Madagascar en 1947 est appréhendée de la même façon. À Madagascar, comme dans d'autres parties de l'Union française, déclare Maurice Thorez à la tribune du 11e congrès du PCF, certaines puissances étrangères ne se privent pas d'intriguer contre notre pays. A contrario, le Parti communiste se mobilise fortement pour des négociations au Vietnam. En dépit des positions prises en mai 1945, le PCF et le Parti communiste algérien, PCA, font campagne pour la libération des détenus depuis l'automne 1945
et dénonce la démesure de la répression. À Madagascar, le PCF dénonce l'arrestation des députés malgaches en avril 1947, puis la terreur coloniale. Enfin, après le déclenchement de la guerre de libération nationale algérienne, les positions du PCF restent incertaines et ambiguës, pour reprendre l'expression de Diego Masson, un des porteurs de valises du réseau Janson, puis militant au sein du FLN. En 1955, ce militant était de plus en plus insatisfait de cette politique qui, bien qu'opposée à la répression, refusait toute idée d'indépendance. C'est dans ce contexte que Césaire décide de s'adresser directement à Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, le 24 octobre 1956. Les massacres de Sétif et Guelma sont déjà vieux de 9 ans, ceux de Madagascar de 7. La guerre d'Algérie a débuté depuis 2 ans, et le PCF vient de voter les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet le 12 mars. Enfin, le rapport Khrouchtchev et l'insurrection hongroise marquent également cette année 1956. Que dit Aimé Césaire de la question coloniale dans cette lettre à Maurice Thorez ? Il commence par reprocher au PCF de traiter la question coloniale comme une question secondaire, sur laquelle on peut, une nouvelle fois, transiger pour des besoins tactiques. C'est assez dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si l'on veut la question coloniale, ne peut pas être traitée comme une partie d'un ensemble plus important, une partie sur laquelle d'autres pourront transiger ou passer tel compromis qu'il leur semblera juste de passer, eu égard à une situation générale qu'ils auront seuls à apprécier. Que l'on ne s'y trompe pas. Aimé Césaire ne considère pas que la lutte anticoloniale est entièrement détachée des autres luttes, contre le fascisme, pour la paix et le désarmement, etc. Ce que reproche Aimé Césaire, c'est le sacrifice des intérêts des peuples colonisés sur l'autel de l'unité avec les socialistes. Il donne dans son courrier l'exemple, alors tout récent, du vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet par les élus communistes, décision dont, dit-il, nous n'avons aucune garantie qu'elle ne puisse se renouveler. C'est donc le lien de subordination entre le PCF et les mouvements pour l'émancipation nationale que Césaire remet en cause. Ce n'est pas volonté de se battre seul et dédain de toute alliance. C'est volonté de ne pas confondre alliance et subordination, solidarité et démission. Or, c'est là très exactement de quoi nous menacent quelques-uns des défauts très apparents que nous constatons chez les membres du Parti communiste français. Leur assimilationnisme invétéré, leur chauvinisme inconscient, leur conviction passagèrement primaire, qu'ils partagent avec les bourgeois européens, de la supériorité omnilatérale de l'Occident. Leur croyance que l'évolution telle qu'elle s'est opérée en Europe est la seule possible, la seule désirable, qu'elle est celle par laquelle le monde entier devra passer. Même bienveillante, la subordination est devenue insupportable. Aimé Césaire invente le terme de fraternalisme. Inventons le mot, c'est du fraternalisme, car il s'agit bel et bien d'un frère, d'un grand frère, qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la main, d'une main hélas parfois rude, pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la raison et le progrès. Dans ces conditions, on comprend que nous ne puissions donner à personne délégation pour penser pour nous, délégation pour chercher pour nous, que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous. Une telle clarification ne pouvait que toucher fortement de nombreux militants qui ont fait leurs premières armes avec le PCF, qui ont été formés par lui, qui ont mené des combats avec lui, qui ont bénéficié de son soutien. Ces militants trouveront dans le concept de fraternalisme une description de leur rapport contradictoire avec le PCF, rapport fait à la fois de solidarité et de subordination. Avec son discours sur le colonialisme et sa lettre à Maurice Thorez, Césaire opère un basculement, celui du passage de l'affirmation identitaire à la remise en cause radicale du colonialisme, et contribue ainsi à la transition entre deux moments de la conscience nationale. Pour la Martinique, le poète estime que les conditions de l'indépendance ne sont pas réunies, mais il dénonce les violences et les inégalités de la colonisation. Pour l'Afrique, ses positions sont celles d'un soutien aux luttes de libération nationale qui s'accélèrent. Il pense cependant qu'une sortie pacifique de la colonisation reste possible et souhaitable. Il n'est pas le seul. Au Cameroun, Ruben Umniobé partage cette croyance qui lui coûtera la vie.